Donc David Croissant, je suis enseignant à l'École supérieure des agricultures, donc située à quelques kilomètres d'ici. Donc une école d'agriculture qui est plutôt au cœur de la ville, c'est un peu particulier, on se fait rattraper par la ville dans l'histoire. La séquence d'aujourd'hui, c'est donc je travaille sur les transitions, d'où le cycle de conférences. Donc transition agricole, le changement de modèle agricole, transition alimentaire, c'est aller vers une alimentation plus durable. Et puis, transition énergétique, sortir des produits fossiles. Et donc, tout naturellement, le changement climatique est un moteur de ces transitions. Ça nous oblige à évoluer. Et donc, la séquence de ce soir, ce que je vous propose, c'est effectivement, face aux enjeux climatiques, le besoin d'une réflexion autour de nos jardins et nos espaces verts. Et vous avez peut-être reconnu l'avenue Jeanne d'Arc, qui a été retravaillée il y a quelques années, et je réutiliserai en fait cet exemple plusieurs fois. Ça va se décomposer en deux grands moments. Le premier, c'est de recontextualiser un petit peu la question, parce qu'on va voir que les jardins et espaces verts au cœur de la ville, ils sont au cœur d'une équation très complexe, entre urbanisation, etc. donc c'est pas simple. Et puis on verra dans un second temps un petit peu, face à ces défis, quelques éléments de réflexion sur nos jardins et surtout sur nos espaces verts. Donc on va commencer par le premier point. Donc une équation complexe. Allons-y. Premier élément d'équation, c'est que la ville, elle évolue. Elle est un des éléments clés de la ville, c'est qu'elle absorbe la progression de la population mondiale. Alors, je dirais Angers en fait partie, mais partout dans le monde, en fait, cette progression de la population mondiale, elle est avant tout urbaine. Donc rapidement, on est aujourd'hui autour de 8 milliards d'habitants, avec des perspectives qui tournent autour de 10 milliards à l'échéance 2050, et puis ensuite, suivant les scénarios, plutôt un scénario avec un apaisement et une population qui devrait se stabiliser. Et donc forcément, la ville dans laquelle on va retrouver nos jardins et les espaces verts, va devoir accueillir ce surplus, en fait, on va dire, de nouveaux habitants. On a effectivement des scénarios différents en fonction des continents. L'Europe fait partie des scénarios où on a plutôt une décroissance de la population à partir, sur ce que j'ai vu, de 2026 et puis progressivement jusqu'à la fin du siècle. Donc ça, c'est un premier élément qui va effectivement faire pression sur les jardins et les espaces verts au milieu urbain. Un exemple pour vous dire parfois la pression qui est forte, si on sort un petit peu d'un contexte local qui est Angers, si on se projette un petit peu en Égypte, l'Égypte a vraiment un défi démographique très fort. On est autour de 112 millions d'habitants aujourd'hui, et c'est un pays qui doit absorber en fait 2,5 millions d'habitants tous les ans. Principalement en fait sur le Nil, donc c'est une population qui va se concentrer en fait sur une petite bande fertile, et donc derrière on a des enjeux très forts de pouvoir loger ces habitants, de pouvoir leur apporter de l'eau, de l'alimentation, et donc l'Égypte est structurellement, liée à des pays exportateurs, et notamment on parle des bouchons de l'Ukraine. L'Égypte s'approvisionne notamment sur les céréales françaises, mais également sur les céréales en fait ukrainiennes. Donc on a parfois des pressions très fortes de progression de la population sur les espaces urbains. Si on prend la France, c'est un petit peu moins nerveux, on va dire. Donc 65 millions d'habitants, avec une progression très très lente pour atteindre 67 millions d'habitants, qui sera un petit peu le pic. Mais malgré tout, on a des mouvements un peu plus forts intra-pays, et la façade ouest, dont on fait partie, est une façade attractive. Et donc les populations de Rennes, Nantes ou Angers, en fait, augmentent. La Vendée, notamment aussi, qui accueille pas mal de gens qui souhaitent profiter du littoral. Donc là aussi, on a une pression foncière forte sur Angers, par exemple, où a priori, suivant les élus, on a besoin tous les ans en fait, de construire 1000 nouveaux logements pour pouvoir accueillir en fait, cette population qui arrive. Donc la question, c'est où on va pouvoir construire ces logements sans trop taper dans les jardins et espaces verts. Donc on lie ça bien sûr à l'urbanisation, donc il y a une course au foncier au sein des villes.
Et donc, quand on parle de ville, Angers, c'est une petite commune, un petit village si on compare à Mexico. Mexico, l'aire urbaine de Mexico, c'est 50 km sur 100 km. Donc, quand vous êtes au centre-ville et que vous décidez d'aller faire un petit tour à la campagne, ça prend un peu de temps de sortir de la ville. Lorsqu'on est à Angers et qu'on veut sortir à la campagne, en fait, en quelques minutes, on y est. Donc là aussi, vous imaginez effectivement la pression foncière pour pouvoir accueillir ces 20 millions d'habitants. Et donc l'augmentation de la population, elle est vraiment urbaine. Il ne faut pas imaginer qu'on va de nouveau s'établir à la campagne. Non, les personnes nouvelles vont s'établir en fait à la ville où on trouve effectivement l'activité, etc. Donc en France, globalement, 82% de la population vit dans une aire urbaine. Donc on est dans un pays urbain en France, même si on a encore des grands territoires agricoles. Et donc cette pression urbaine fait en sorte qu'on grignote ces territoires agricoles qui sont autour des villes, à l'image en fait de ce lotissement construit certainement sur des terres agricoles. Et aujourd'hui, on a le souhait effectivement de réduire ce modèle très gourmand en terre. Et donc ça va exprimer en fait une densification à l'intérieur des villes, et là aussi en fait une compétition avec les espaces verts, les friches, les délaissés, les dents creuses, ou pratiquement des jardins qu'on va couper en deux, sur lesquels on va reconstruire une maison par exemple. Donc on a effectivement sur le modèle d'Angers un Angers-Centre, puis ensuite une première couronne dans laquelle on pourrait mettre, je sais pas, Saint-Barthélemy d'Anjou, les Poncé, Beaucouze, etc. Et puis progressivement des couronnes un peu plus larges, un peu plus lointaines, et derrière ça, effectivement, beaucoup de migrations pendulaires, ceux qui prennent la route le matin ou le soir se rendent compte de ces migrations pendulaires, des gens qui habitent à l'extérieur et qui viennent travailler sur Angers et qui repartent le soir en sens inverse. Ce modèle en fait urbain, aujourd'hui, on le délaisse en termes de schéma. On va plutôt vers un dessin en type de grappe de raisin, avec l'idée de reconstruire à l'intérieur de cette aire urbaine des quartiers, avec dedans tous les services pour essayer aussi de limiter la mobilité. Voilà quelques images d'Angers sur les différentes phases d'urbanisation successives. Donc on sort de la Seconde Guerre mondiale, on rentre dans les 30 Glorieuses, et vous avez sur la photo en noir et blanc l'émergence de Montplaisir. Donc là on voit très bien qu'on va construire sur d'excellentes terres agricoles ces barres d'immeubles là, voilà, qui à l'époque étaient synonyme de progrès en comparaison de la vieille ville. Donc là, tous ces grands quartiers angevins, La Roseraie, Belle-Beille, Montplaisir, ont émergé dans ce même pas de temps autour des années 60-70. C'est une première phase d'urbanisation avec des grands espaces verts qui à l'époque ont été assez peu travaillés, mais qui sont très présents encore aujourd'hui dans ces quartiers et qui font l'objet de restructuration. Et puis, on est passé en 1980 à un autre modèle d'urbanisation, c'est la maison individuelle. Donc là, vous avez une photo autour du lac du Maine. Donc on voit bien globalement ces chapelles de maison avec chacun son petit jardin, sa petite piscine peut-être, ses balançoires, et voilà. Donc un modèle très très gourmand en foncier. Et donc, c'est une équation compliquée puisque globalement on va accueillir plus d'habitants à Angers ou à Nantes. Sur Nantes on est autour de 600 000 habitants aujourd'hui et il y a les scénarios autour de 700 000 habitants d'ici 2030, donc c'est 100 000 habitants supplémentaires. Et comment on peut accueillir ces habitants correctement, les loger et en même temps en fait conserver un cadre de vie agréable avec des jardins, des espaces verts. Donc ça, c'est une équation qui est complexe, sans trop non plus manger sur les terres agricoles qui sont autour. Donc c'est tout simplement pour dire que c'est très complexe, le problème est compliqué à résoudre. Le troisième élément de contexte qui va encore complexifier les choses, c'est le changement climatique. Donc ça, je ne vous présente pas trop le changement climatique, tout le monde le sait. Donc une progression des températures, en gros, en France, on est autour de plus 1,5 ou 1,6 degrés aujourd'hui. On se réchauffe un petit peu plus vite que d'autres régions dans le monde. Des scénarios qui se dirigent vers 3, 3,5, 4, on ne sait pas trop. Ça évolue, pas tout en fait, voilà, dans les modélisations. On est sur à peu près plus 0,37 degrés par décade.
donc ça c'est quelque chose qui se dessine avec aussi un autre phénomène, c'est globalement moins d'enneigement et la fonte des glaciers et des banquises. Et donc une montée du niveau des eaux. Donc, l'origine de ce changement climatique, un petit rappel, c'est une augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, en partant du CO2, qui est le plus connu, qui est l'unité de mesure également, mais on a dans le milieu agricole deux autres gaz qui nous concernent, c'est le méthane, qui est lié principalement aux rizières, on ne fait pas trop en Anjou, en Maine-et-Loire. Il y en a un petit peu à Terra Botanica, une petite rizière. Bon, c'est principalement lié aux ruminants, donc les ruminants, les vaches laitières et les vaches à viande, en fait, qui, par ce travail de rumination, en fait, dégagent en fait, du méthane. C'est le paix et le veau des vaches, en fait, principalement. Donc on a pas mal d'animaux, de ruminants, en fait, sur le département. Et puis l'oxyde nitreux, N2O, c'est principalement lié à la fertilisation, au cycle de l'azote. Et donc des dégagements d'azote gazeux en fait, qui vont là aussi avoir un effet sur le changement climatique. Donc, ma diapo elle est plus bonne puisque l'année la plus chaude était 2022. Donc ça nous oblige enseignants à modifier tous les ans nos diapos, parce qu'en fait tous les ans, c'est la dernière année qui est la plus chaude quasiment. Donc vous voyez bien en bleu et en rouge, donc on est sur les écarts de température par rapport à la moyenne 1900. En gros 2020-2022, et donc on voit bien que les dernières années sont globalement plus chaudes, c'est ce qu'elles sont en rouge, donc elles sont globalement plus chaudes en fait que la moyenne des 100 dernières années, et donc ça exprime vraiment, véritablement cette accélération du changement climatique et du réchauffement climatique, notamment à partir des années 1980. Un climat donc qui change. Donc ça pose aussi la question de quels végétaux on va mettre dans nos espaces verts, dans nos jardins, avec comme perspective, si vous voulez vous projeter, le climat de Bordeaux à Angers d'ici 2050. Donc le mec qui aime Bordeaux, et notamment le vin de Bordeaux, donc peut-être que les vins d'Anjou ressembleront un peu plus aux vins de Bordeaux en 2050. Aujourd'hui, le climat de Madrid à Lyon, c'est vraiment des choses qui vont être très impactantes sur notre cadre urbain. Rouge. Donc ça, c'est les îlots de chaleur urbains. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Donc une ville qui se densifie, qui se minéralise, qui s'urbanise. Et donc derrière, effectivement, le minéral a tendance à stocker la chaleur en journée et la restituer en fait la nuit. Et donc on a effectivement des températures plus élevées au cœur des villes qu'en périphérie. Et on verra qu'un des objectifs, c'est de conserver en fait des espaces verts qui vont jouer un rôle d'îlot de fraîcheur, qui vont contrecarrer un petit peu ces montées en température qu'on observe dans les villes. Ici, on est sur l'air connu, c'est Paris, voilà, avec, on voit bien, les grandes zones boisées sont en vert, elles sont plus fraîches, alors que le cœur de Paris, en fait, très minéral, est beaucoup plus rouge. Quatrième point, qui va expliquer aussi une mutation des espaces verts et des jardins, c'est une anxiété autour de la sécurité alimentaire. Il y a toujours une anxiété autour de l'alimentation, c'est un besoin primaire, donc on a toujours peur de manquer. Donc aujourd'hui, la sécurité alimentaire, elle s'exprime au niveau mondial par de nouveau une augmentation en fait, de la sous-alimentation et de la malnutrition. Donc, tant au niveau du nombre de personnes sous-alimentées, on est passé à 815 millions, donc la courbe redémarre en fait vers le haut, et également sur le pourcentage, puisqu'aujourd'hui 11% des habitants de la Terre souffrent de la faim. Clin d'œil sur la France, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de problème, on est plutôt sur un 0,9% de gens qui estiment ne pas manger en fait à leur faim au quotidien. Voilà, donc ça fait quand même à peu près 1 million de personnes, c'est loin d'être négligeable. 12,2% c'est le pourcentage de population qui se définit en insécurité alimentaire, donc qui déclare ne pas avoir assez à manger ou ne pas pouvoir manger tous les aliments qu'elle souhaiterait manger, notamment sur les légumes, la viande, le poisson par exemple. Et à l'inverse, on a aussi un phénomène de malbouffe, puisqu'on a d'autres problèmes liés à l'alimentation, des problèmes en fait, d'obésité, de surpoids, associés aussi à
à de la vie un peu plus sédentaire. Et donc là, vous avez, pour donner un petit peu les niveaux très élevés de surpoids, dans le cas du Mexique, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale est très touchée par ce surpoids, cette obésité. 70% des hommes, des Mexicains en fait, sont en surpoids ou obèses, et 74% des femmes sont là aussi en surpoids ou obèses au niveau du Mexique. On n'est pas du tout sur ces niveaux-là, mais il y a une vigilance aussi en France sur la progression, notamment du surpoids chez les enfants, par exemple. Il y a les deux côtés, des fois on ne mange pas assez, des fois on mange pas trop ou pas suffisamment bien. En fait. Et 2%, le dernier chiffre, en fait, c'est l'autonomie alimentaire des principales aires urbaines françaises. Ça veut dire que 2% de ce qu'on mange est produit sur le territoire. Ça exprime aussi tous les échanges qu'on va avoir effectivement avec d'autres régions ou d'autres pays. À Angers, on est plutôt de l'ordre de 6%, puisque si vous connaissez bien Angers et les territoires adjacents, il y a la capacité à trouver du vin, bien sûr, mais également des légumes, des fruits, de la viande, du lait, des céréales. Donc on a une diversité agricole autour d'Angers qui permet effectivement d'avoir un pourcentage légèrement supérieur. Le dernier point de contexte, et là la ville va jouer un rôle aussi important, c'est la biodiversité, érosion de la biodiversité. Donc là on est, si vous connaissez, donc on est à Portibo, près du jardin méditerranéen, et vous avez en face de vous la Loire. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu pas très loin et très agréable. Il y a une nouvelle guinguette qui s'est mise au premier plan. Desservi par un bus. C'est peut-être desservi par les bus, moi j'y vais en vélo. On reparlera effectivement de la zone qui est à côté aussi. Donc juste un petit clin d'œil sur ce qui s'est passé au niveau agricole. C'est bien sûr une simplification des systèmes agricoles, donc on travaille beaucoup là-dessus. Là vous avez la même photo aérienne entre 1949 et 2016 ou 2015, sur la même zone. Donc, vous avez en gros la même commune au centre, et on voit bien globalement ce qui s'est passé, c'est le tour de Rennes, je crois d'ailleurs. Donc on a en fait augmenté les parcellaires. On a cette grande parcelle beige en fait en haut à droite là, donc qui est la somme de parcelles qui autrefois a été coupées par des haies. Donc ça c'est un premier point. Et puis l'autre point extrêmement marquant, c'est la disparition de l'arbre isolé en fait dans les parcelles. Vous avez tous les points noirs dans les parcelles qui étaient des arbres en fait isolés, et on voit bien qu'ils sont quasiment totalement disparus en fait des systèmes agricoles. Donc cette simplification des systèmes agricoles, elle a un impact direct sur la biodiversité, c'est-à-dire que moins de haies, c'est aussi moins d'abris pour les auxiliaires, etc., pour les oiseaux, pour les mammifères, et donc on a un appauvrissement assez marqué de l'espace agricole, avec une baisse des populations d'oiseaux. Parfois je parle aussi de baisse des populations de reptiles, alors certains sont contents parce qu'ils n'aiment pas trop les serpents, mais globalement c'est pas forcément rassurant non plus. Donc baisse du nombre d'espèces et du nombre d'individus par espèce. Donc c'est deux choses assez remarquables. On parle souvent des insectes aussi, notamment des pare-chocs qui aujourd'hui sont plus propres, alors qu'auparavant ils étaient souvent plein d'insectes. Et donc la ville, elle va jouer un rôle, à l'inverse, la ville c'est un milieu extrêmement varié. Si vous vous déplacez un petit peu sur Angers, effectivement il y a les bords de Maine, il y a des parcs, il y a des jardins, il y a des friches. Et donc on va retrouver à l'inverse de ce milieu agricole qui s'est plutôt appauvri en termes de système, un espace urbain qui, je ne dis pas qu'il est plus facile pour la biodiversité, mais il est effectivement beaucoup plus divers, et il est matière à accueillir en fait une forte diversité, à condition qu'on sache comment en fait conduire le jardin et les espaces verts. C'est pas un dessin de moi. Voilà pour le contexte et cette équation complexe. Et donc on va maintenant répondre au cœur de la question, c'est quelle réflexion pour nos jardins et nos espaces verts. Donc en réponse, c'est effectivement d'utiliser des façades, pourquoi pas, pour faire grimper des plantes. Mais c'est pas la seule solution loin de là. La densification qu'on a identifiée, elle a un impact sur la perception, sur le nombre d'espaces verts et de jardins, puisqu'on va densifier, c'est-à-dire qu'en fait on va construire des bâtiments, alors souvent des petits collectifs, sur les friches, etc., etc. Et donc on va diminuer le nombre de mètres carrés végétalisés, ça c'est clair.
Alors c'est vrai que les villes, en fait, ont du mal à accepter cette idée qu'on réduit en fait le nombre d'espaces verts ou de surfaces végétalisées en ville. Alors pas tant d'espaces verts, hein, c'est compliqué de supprimer un espace vert public dans un espace urbain, mais plutôt dans l'espace privé en fait de la ville. Si vous circulez un petit peu dans la première couronne, où on va retrouver des lotissements des années 70 avec d'énormes parcelles de 1000 ou 1500 mètres carrés sur lesquelles il y avait une maison. Très souvent, en fait, on va en fait couper la parcelle en deux et on va construire une deuxième maison, ce qui va automatiquement réduire la partie végétale de la parcelle. Les autres éléments importants, c'est l'augmentation de la minéralisation. Donc on a des surfaces bitumées, voilà, et donc imperméables. Et donc ça, c'est embêtant par rapport au cycle de l'eau et notamment au cycle de chaleur estivale. L'exemple juste à côté de chez moi, donc, il y a partout, il y a plein d'exemples. Donc on avait pas très loin de où j'habite, j'habite à la Madeleine. Voilà, pour ceux qui connaissent, pas très loin du stade de foot. Voilà. Une parcelle de 7000 m² sur laquelle il y avait une vieille maison bourgeoise avec 400 m² de bâtiments. Et puis quelques grands arbres, il en reste un ici, un beau cèdre. Et donc, globalement, cette parcelle privée a été vendue à un promoteur, et ce promoteur, en fait, a urbanisé, donc il va remplacer ces 400 m² de bâtiments par, en gros, 26 logements et 10 maisons individuelles. Donc forcément, ça va réduire automatiquement la surface végétale, et c'est bien dommage. Donc, les jardins sont de plus en plus petits, parfois quasiment inexistants. Et donc il y a un travail spécifique aujourd'hui qui doit se faire sur l'aménagement des jardins. Donc quelques pistes. Je rappelle qu'un jardin, c'est un espace à vivre, en général agréable, qui répond à plusieurs usages. Dans mon jardin, alors moi j'ai une parcelle de 470 m², voilà, une maison qui est très compacte, donc on a un jardin plutôt agréable, et donc on a dans ce jardin resserrer les usages. Donc un jardin qui nous sert en fait à manger dehors lorsqu'il fait beau, c'est un espace de repos, c'est un espace de lecture, c'est un espace de jeu. Alors pas trop de foot parce que c'est un peu limité quand même, mais en tout cas il y a le jeu des enfants, voilà. Et donc aujourd'hui, ces espaces qui sont de plus en plus petits, il y a un vrai dilemme sur le choix des végétaux, où on va avoir moins de végétaux puisqu'on a moins d'espace. Et donc quel végétal mettre dans ce type d'espace? Eh bien on va plutôt travailler sur les hauteurs, pour pouvoir travailler sur le volume. Et donc ça pose la question de la place de l'arbre aujourd'hui dans ces petits jardins. Il y a beaucoup de particuliers qui estiment que le jardin est trop petit pour accueillir en fait un arbre. Et donc derrière, on va travailler sur le port des arbres. Il faut avoir des arbres plutôt en forme colonnaire qui nous permettent, le cyprès de Provence si on veut garder une belle image là, qui nous permettent de travailler la hauteur sans aller chez les voisins. Et puis les végétaux qu'on va sélectionner sont des végétaux qui vont être intéressants plusieurs fois dans l'année en fait. Et si je reste sur le cas des arbres, eh bien, on va essayer d'avoir des arbres qui sont intéressants par leur floraison limitée, intéressants par leur feuillage ou leur ombrage par exemple en été également, et puis une coloration automnale pour allonger en fait la période d'intérêt de l'arbre. Et donc là, je dirais le choix de chaque plante va être un peu plus judicieux, un peu plus précis pour essayer d'optimiser au maximum en fait ces espaces de petite dimension. Et donc on doit pouvoir y inclure dans cet espace la table pour pouvoir manger avec ses amis, éventuellement un petit coin repos sur une petite terrasse bois. Alors la piscine, on ne parle peut-être pas trop en ce moment avec la question de l'eau, c'est peut-être plus trop le bon modèle, mais l'eau au jardin, on verra, c'est un élément important pour la biodiversité. Donc on a un petit bassin en fait, une pleine piscine. Et puis essayer de travailler sur la perspective, etc. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui pour garder l'arbre dans les petits jardins et faire en sorte que ces jardins puissent répondre aux usages des particuliers. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, puisqu'effectivement il y a beaucoup de collectifs, donc on va en fait avoir un autre phénomène qui est assez intéressant et qui s'est exprimé effectivement sur la butte Jeanne d'Arc, c'est qu'on a une réappropriation privée de l'espace public. Ça veut dire que puisque je n'ai pas d'espace privé de type jardin, eh bien je vais m'approprier l'espace vert qui est situé à proximité. Je viens le privatiser, et donc forcément lorsque la ville va vouloir le modifier, un peu ce qui s'est passé en fait sur la butte Jeanne d'Arc, on a supprimé en fait ces vieux platanes et qu'on a en fait remis en place ce nouvel aménagement, et bien forcément ça touche
ça touche au cœur en fait, des habitants qui considèrent que le platane qui est sur l'espace public, en fait, il m'appartient. Il fait partie de ma vie, il m'appartient, et donc c'est compliqué d'accepter en fait, ces changements. Donc, dans cette optique, effectivement, où l'espace vert répond aux usages des particuliers, des habitants qui n'ont pas de jardin, eh bien, il faut que dans cet espace vert, on retrouve tous les usages qu'on a dans les jardins. Ça veut dire qu'on doit avoir un espace vert qui doit jouer le rôle d'espace de repos, d'espace de lecture, d'espace de jeu, éventuellement d'espace festif pour manger à plusieurs. Et donc, on voit bien que d'une allée, en fait, dans laquelle on n'avait que des platanes, entre guillemets, eh bien aujourd'hui on va retrouver effectivement des petits modules qui vont couper en fait l'alignement, dans lequel on va retrouver des bancs, des fauteuils. Et je suis passé en vélo en venant tout à l'heure, et bien j'ai noté que sur cette avenue Jeanne d'Arc, il y avait des personnes qui promenaient leurs chiens, il y avait effectivement des gens qui discutaient assis sur les chaises, là voilà, on avait 2 gamins qui jouaient au foot sur l'allée centrale, des vélos qui passaient, un jogger. Donc on voit bien que cet espace vert, il répond à tous ces usages. Et en même temps, en fait, cet espace vert, il appartient aux habitants. Donc, quand je vous parlais de grappes de raisin, et donc, on va dire que cette zone, eh bien, c'est un grain de raisin dans lequel on va retrouver de l'habitat. Et l'espace vert, en fait, eh bien, il participe à ce grain de raisin, il correspond au jardin du particulier. D'accord ? Parfois, les usagers, en fait, s'approprient le jardin, l'espace vert, sans demander l'avis à la collectivité. On voit parfois des choses par des guérillas urbaines où, globalement, on va s'approprier le pied d'un arbre et on va planter. Et d'ailleurs, un des éléments qui exprime un petit peu cette sortie du privé vers l'espace public, c'est qu'en ville, vous pouvez, en fait, planter devant chez vous. Vous pouvez appeler la ville d'Angers qui va venir, en fait, faire une cellier dans le trottoir le long de votre balustrade, là, voilà, et puis vous pouvez planter des végétaux. Donc on voit bien que cette limite entre le public et le privé, elle a tendance à s'estomper en fait. D'accord ? Alors, les usages doivent être clairement définis et séparés pour éviter les conflits. D'accord ? C'est ce qu'on a vu avec les zones où on demande aux possesseurs de chiens, effectivement, de les emmener pour faire leurs besoins et qu'ils ne trouvent pas des crottes de chiens au milieu d'un gazon, puisque ce gazon a aussi l'usage en fait on se couche sur le gazon, on lit sur le gazon, on évite de se coucher sur une crotte de chien, c'est jamais très agréable. Alors l'exemple à plus large échelle, ici vous avez l'écoquartier Recordel. Alors là on est à l'entrée de Saint-Barthélemy d'Anjou, pas très loin du Roi Merlin, pour ceux qui connaissent un petit peu Angers. Donc on sort d'Angers, on passe la rocade qui est à gauche là, et puis on rentre dans Saint-Barthélemy d'Anjou, et sur votre gauche, eh bien, vous avez ce nouveau écoquartier. On voit bien la conception aujourd'hui. Donc on a densifié l'espace, puisque donc là on est en fin de phase 2 aujourd'hui d'ailleurs. Donc vous avez en fait en bas, vous avez en fait du petit collectif, donc des petits immeubles, R+4 ou R+5. Salut Marianne. J'ai connu ta voix. Ah, c'est gentil. Une ancienne collègue, visagiste d'ailleurs. Et donc ces gens-là n'ont pas d'espace vert en fait. Ils sont, au mieux ils ont un balcon, une petite terrasse, mais ils n'ont pas d'espace vert. Et puis après vous avez une bande en fait de maisons individuelles. Là aussi, comme on voit en bas à gauche, là, avec un petit espace privé, mais relativement petit. Et on va conserver en fait cette grande bande végétalisée, une grande bande végétale qui, d'une part, en fait, sépare l'espace urbanisé de la rocade qui est au-dessus. Donc vous avez un grand merlon de terre et puis on va planter le merlon. Et on va retrouver tous les usages qui vont servir en fait aux habitants. On va retrouver bien sûr des jardins familiaux, ça c'est le volet alimentaire, mais également objet social. Je dis souvent que le jardin familial c'est le PMU du coin en fait. C'est là qu'on discute avec son voisin, c'est là qu'on boit un petit verre de rosé lorsqu'il arrive midi. Voilà. Vous avez également en fait des grands espaces engazonnés, parfois même pas trop tendus, des prairies. Là où les enfants peuvent jouer au foot. Vous avez également un autre usage qui est de récupérer les eaux pluviales. Là par contre ça va être en bas à gauche. Là. On va récupérer toutes les eaux pluviales en fait, de la zone. Ça c'est un élément important. Dans lequel aujourd'hui il y a des moutons qui sont en éco-pâturage. Donc on voit bien que voilà, il y a des espaces de promenade, de repos. Et donc chaque habitant en fait, de la zone s'approprie cet énorme jardin qui correspond effectivement à cet espace vert public.
Et dans la structure, on voit même, il n'est pas ouvert sur l'extérieur. Ça veut dire que cet espace, on sent qu'il est à destination en fait, des habitants de cet écoquartier. Là, vous avez les routes en dessous, là. Et donc, on voit bien que c'est quasiment... Et donc, si vous êtes extérieur au quartier et que vous vous baladez en fait, dans cette zone, vous avez l'impression d'être chez quelqu'un, quoi. De ne pas être chez vous, mais chez les autres, en fait. Et d'ailleurs, on emmène nos groupes d'étudiants parfois explorer cette zone. Et très souvent, on a des gens qui sortent de leur maison et qui se posent des questions. Tiens, il y a des gens dans l'espace vert, là, mais qui vous êtes, en fait on a toute légitimité à être dans un espace vert public. Mais on sent qu'on est un petit peu chez eux. Et donc, ils aiment bien savoir pourquoi on est là. Donc, quelques chiffres, on pourrait placer Angers par rapport à ses moyennes, mais en gros, aujourd'hui, la surface d'espace vert par habitant dans les 50 plus grandes villes de France, on est autour de 50 mètres carrés, on va dire. Alors, je n'ai pas les chiffres à Angers, et tout dépend du périmètre du calcul, on va dire. Donc, en gros, 50 mètres carrés par habitant. Donc, on pourrait dire que chaque habitant a un petit jardin de 50 mètres carrés, et qui est un espace peut-être collectif. Espace vert. Le budget, c'est aussi 50 €, 50 mètres carrés, 50 €. Une moyenne de 1155 hectares d'espace vert urbain dans les principales grandes villes de France. Bien sûr, on va émerger le retour de l'animal, donc d'une part principalement pour l'entretien des espaces verts, mais également pour apporter, je dirais, du lien social. Les gens discutent autour des moutons, en gros. Voilà. Et puis il y a assez peu de dégâts, en fait, au final, les moutons ne disparaissent pas. Et la somme, forcément, tout ça c'est un investissement, et donc les sommes investies sont somme toute sommes assez modiques, 5 millions d'euros en fait, c'est pas si important que ça, à l'échelle de la ville en fait. L'autre grande évolution qui répond à la sécurité alimentaire, mais également en fait, à l'idée d'avoir en fait, du lien social. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on est deux, on parle tout de suite de bouffe ou de pinard, en fait. Donc le français est tout de suite toujours un lien ou un intérêt à discuter alimentation. Et donc aujourd'hui, les jardins, je dirais, des particuliers et les espaces verts, intègrent de plus en plus une dimension alimentaire. Donc le potager et l'arbre fruitier retrouvent une place au sein des jardins et des espaces verts. C'est effectivement un mouvement qui vise à réduire l'insécurité alimentaire. Comme je vous l'ai dit, 2% ou 6%, effectivement, le Covid nous a rappelé qu'en période de crise forte sanitaire, on pouvait tout d'un coup manquer en termes d'alimentation. Et donc on voit émerger plein de choses très diverses. On va reparler à l'agriculture urbaine, qui est un terme relativement récent. Une vingtaine d'années, on va dire, voilà, des jardins partagés dans les espaces publics ou dans les copropriétés, par exemple, des potagers en bac, et puis, bien sûr, le potager dans les jardins de particuliers. Là, on a un désherbage de carottes, donc ça délasse l'esprit, en fait, après une journée de boulot, de se mettre à désherber les carottes. Voilà, les carottes, je pense que c'est des carottes. C'est pas les carottes ? Non, des haricots? Non, je sais pas. En tout cas, ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien à l'esprit. Donc les jardins familiaux, c'est une des expressions effectivement de ce potager dans la ville, mais pas que. Donc, si vous circulez un petit peu à Angers, on va retrouver effectivement un peu partout à Angers des jardins familiaux, anciennement jardins ouvriers. Là aussi, il y a une mutation un petit peu dans le modèle des jardins familiaux, avec des conflits un petit peu en interne entre les anciens, c'est pas forcément le bon terme, mais ceux qui ont une vision très productive en fait du jardin familial et ceux qui ont en fait une vision plutôt de loisir du jardin familial. Donc, la présence des fleurs, c'est pas toujours bien perçu, la présence du gazon dans les allées, c'est pas toujours bien perçu, des dimensions de parcelles parfois qui sont un peu trop grandes par rapport à l'usage qu'on peut en avoir. Donc, on arrive en ce moment, nous, à travailler sur les règlements des jardins familiaux pour pouvoir adapter le jardin familial en fait, à ces mutations. Donc voilà, autour de 27 hectares en fait, de jardins familiaux, c'est ça le chiffre, voilà, beaucoup de parcelles. Et puis là aussi, un habitat pavillonnaire qui va accueillir aussi bon nombre de potagers. Mais
plus récemment, le volet l'espace potager, c'est avant tout un objet social. Avec en haut, vous avez en fait les potagers en pied d'immeuble, donc les bailleurs sociaux. Je vous rappelle, lorsqu'on a construit les immeubles, on avait des grands espaces verts qui n'ont jamais très bien été valorisés en fait. On ne savait pas trop quoi en faire, et donc les bailleurs sociaux essaient de trouver en fait des solutions pour essayer de valoriser les espaces verts, créer du lien social, se désengager aussi parfois de l'entretien des espaces verts. Et donc vous avez aujourd'hui beaucoup de se ranger, pas mal de, là on est sur le secteur de la roseraie, des jardins en pied d'immeuble. Les post-it, ça exprime un petit peu le travail de co-construction au sein d'un quartier. On va de façon collective définir ce qu'on veut. Donc on va souvent définir les usages. Je veux jouer au bout, je veux faire un barbecue, je veux avoir une petite parcelle, je veux du fruitier. Et donc à partir de là, on va conceptualiser, on va définir en fait la structure d'un espace partagé. Bien sûr, c'est un lieu, je dirais, culturel. Donc on a souvent des jardins où les gens se regroupent entre cultures identiques pour pouvoir partager sur l'alimentation et le jardinage. Et puis parfois, de façon plus brutale, eh bien, les gens s'approprient l'espace. D'accord, et parfois, il y a tout n'est pas rose avec la ville. La ville ne répond pas, et bien, il y a un moment où, collectivement, on s'approprie l'espace de façon un petit peu adulte. Alors, quelques expressions. Donc, vous avez ici, en bas, la flèche qui exprime un petit peu un gradient de forme de jardin partagé ou d'agriculture urbaine. Donc, vous avez en haut à droite, au pont C, un jardin qui s'appelle De vue dans les radis. Ce jardin un petit peu sphérique. On devine la rotation de culture. Donc là, je ne suis plus une quarantaine d'habitants qui cultivent. On est presque chez un maraîcher professionnel. C'est vraiment une organisation militaire pour pouvoir savoir où vous arrivez, ce que vous avez à faire, qui doit semer, qui doit désherber, etc. C'est vraiment très très organisé. On va associer aussi un poulailler avec des poules et des œufs, etc., des ruches. On a quelque chose qui vise quasiment l'autonomie alimentaire. Et à l'inverse, on est souvent abordé par des copropriétés. Ici, une à Montplaisir, qui a un grand espace vert, qui est aujourd'hui simplement tondu. Et un groupe d'habitants souhaite effectivement développer un jardin partagé sur cet espace pour produire des légumes, mais également pour créer de la vie au sein de la copropriété. De façon plus professionnelle, vous avez des choses vraiment intéressantes qui émergent. Donc ici, on est à La Roseraie, donc la cueillette du coffret mûr, je ne sais pas si ça connaissent. Donc on est vraiment à quelques pas des immeubles, et de la zone pavillonnaire de La Roseraie. Vous avez le maraîcher qui n'est plus là, mais qui a initié en fait la démarche qui s'appelle Sébastien Brasville, en haut là. Et donc la démarche en fait, c'est de pouvoir produire des légumes. On est sur 1 hectare. Donc, il faut pouvoir trouver 1 hectare dans la ville, ou à proximité de la ville. La question du foncier est toujours une question importante. Et donc ici, ce maraîcher, il est entouré d'un groupe d'habitants qui vont venir en libre cueillette, ramasser des légumes cultivés en bio. Et les particularités, en fait, c'est que vous payez un abonnement sans savoir ce que vous allez récolter. Donc, en fait, ça fait partie d'une notion du partage du risque. Ça veut dire que si le maraîcher est un bon maraîcher et qu'on a une bonne année en fait, climatique, vous aurez, pour une somme d'argent, vous aurez effectivement beaucoup de légumes. Et puis malheureusement, si pour des conditions climatiques ou d'accidents ou de culture, ça se passe un petit peu moins bien, eh bien vous acceptez de prendre une partie du risque. Et pour le maraîcher, lui, son salaire ne change pas, en fait, il a un fixe, que l'année soit bonne ou que l'année soit un peu moins bonne. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes en termes de gestion d'un espace là, où on va cultiver des légumes à des prix, donc on est sur du bio, mais à des prix très, très abordables, et donc quand on parle de justice sociale sur l'alimentation par rapport au bio, il y a des exemples qui montrent qu'on peut se nourrir bio et à des prix en fait, tout à fait abordables. Sur le volet espace vert, ou foncier, vous connaissez peut-être donc là on est sur la pointe.
Donc les Poncé, Saint-James-sur-Loire, en haut à gauche on devine la Maine, en bas vous avez la Loire, et vous avez ce qu'on appelle la Pointe, Pointe de Bushman, qui est une zone historiquement horticole, et qui est aujourd'hui, qui a un statut protégé. Donc l'idée c'est de protéger le foncier parfois. C'est une zone, c'est une ZAP, une zone agricole protégée, qui ne sera pas urbanisée, qui est totalement en fait irriguée, c'est un réseau d'irrigation. Et donc cette zone, cette ZAP, en fait, elle permet de produire initialement plutôt de l'horticulture ornementale, et aujourd'hui il y a en fait un remaniement, un renversement un petit peu, on va aller sur du potager, du maraîchage, et la culture légumière, avec l'idée effectivement de diriger en fait ces flux plutôt vers la ville, et d'améliorer en fait l'alimentation de la ville. Donc parfois on a besoin en fait de protéger juridiquement en fait le foncier pour éviter en fait qu'il soit urbanisé. Et en dernier élément, petit clin d'œil, c'est la ferme des ardoisières. Donc, si vous connaissez les ardoisières en fait, aujourd'hui la Saint-Barthélemy-Bonjou souhaite entretenir ces ardoisières en fait de façon un petit peu plus écologique, et donc s'est installé en fait un éleveur de chèvres et de poules, puisqu'il y a des œufs en fait, voilà. Et donc on est vraiment dans de la culture urbaine, puisque aussi vous avez un agriculteur qui s'est installé au cœur des ardoisières et qui produit du fromage de chèvre en vente directe et bien sûr des œufs également en vente directe. Donc l'animal c'est un peu plus compliqué de le faire entrer en ville, dans notre société, le côté hygiène est un peu fort en fait, ce qui n'est pas le cas partout. Le troisième point sur les espaces verts, c'est effectivement le rôle qu'ils vont jouer en fait dans l'adaptation au changement climatique, donc notamment dans la faculté en fait à limiter les échauffements, les vagues de chaleur en fait estivales, voire même printanières, estivales et automnales, puisque aujourd'hui il fait chaud parfois très tôt. Et donc là vous avez, alors c'est pas un cliché qui m'appartient du tout, donc je ne suis même pas capable de dire si c'est vrai ou pas vrai, donc en tout cas ça illustre en fait le rôle régulateur sur les températures. Un sol qui est nu va s'échauffer très fortement, là vous avez 44 degrés quasiment, et dès qu'on va le végétaliser, il va être capable de conserver de la fraîcheur et de moins s'échauffer en fait. Donc ça c'est le rôle régulateur des végétaux qu'on va voir après sur quelques diapos. Il y a bien sûr une réflexion forte sur le choix des espèces végétales, puisqu'il va falloir trouver des arbres, des arbustes et une flore herbacée qui résistent en fait au climat qu'on aura en 2030, 2040, 2050. Et donc lorsqu'on plante un arbre aujourd'hui, il faut imaginer est-ce qu'il sera encore adapté en fait au climat qu'on aura en 2050. Donc les espèces indigènes de nos régions, on peut imaginer qu'elles auront peut-être du mal à perdurer. Donc aujourd'hui la tendance c'est d'associer une flore indigène et en pariant sur l'idée qu'elle va s'adapter en fait au changement climatique et également en fait une flore qu'on va remonter du sud de la France de façon à s'assurer qu'on ait bien une partie de la végétation qui puisse résister à ces pics de chaleur. Une plante elle a besoin d'eau pour pousser, pour survivre, et donc la question de l'eau en ville on va en parler un petit peu, comment on peut faire au niveau des jardins, et puis bien sûr le choix et effectivement les modalités de culture qu'on va retrouver. Là, ce n'est pas mes photos non plus, donc des photos thermiques qui montrent bien le côté minéral lorsqu'on est sur des pics de chaleur. Si vous marchez pieds nus sur un bitume l'été, vous verrez que c'est chaud. C'est très chaud même, voilà. On peut quasiment cuire un œuf par exemple. Et puis, dès qu'on va avoir de la végétation, on a un effet climatisation qui est fort. Ici, vous voyez, c'est du 29 degrés, donc les arbres ont un impact fort sur les façades, donc, sur les voitures qui sont garées à l'ombre, mais également en fait, sur les façades d'immeubles qui sont situés à proximité. Voilà, donc vous avez ici un arbre qui fait de l'ombre sur une façade, et bien vous avez une différence de température entre la zone ombrée et la zone ensoleillée de la façade, à 21 degrés ou 28 ou 29 degrés, donc on a un effet effectivement conséquent sur les arbres, donc ça milite pour avoir de l'arbre en ville, des arbres déjà de grande dimension. Donc, éviter des abattre, ce qu'on peut éviter des abattre. Donc là on retrouve l'arbre en fait qui a été replanté ou qui est replanté dans les zones aujourd'hui qui sont retravaillées par la ville. Donc la vue Jeanne d'Arc toujours
Donc un double alignement de tilleul en fait sur une zone enherbée. Et puis on met à côté de la patinoire là, avec là aussi un alignement de tilleul d'ailleurs qui est en place. Ce qui est intéressant dans ces deux cas, c'est le travail qui est fait sur la gestion des eaux pluviales, hein, puisque l'arbre a besoin, il climatise en fait l'espace, en fait il rejette de la vapeur d'eau, beaucoup de vapeur d'eau, hein, voilà. Mais l'eau, il faut la trouver quelque part en fait. Hein. Donc en fait l'idée c'est qu'on puisse diriger l'eau pluviale vers l'arbre. Et donc l'allée centrale sur la Mugène d'Arc, elle est légèrement bombée en fait, hein, voilà. Et donc lorsqu'il pleut, l'eau en fait va couler sur les côtés. Et à l'inverse, la zone en prairie, elle est en fait creusée, et donc elle est capable en fait de stocker de l'eau. Donc on va essayer de gérer, de garder cette eau sur l'espace, et non pas essayer de l'évacuer hein, par les eaux pluviales, et d'un tout bien la conserver. On le voit très bien au niveau de la patinoire, hein. Là on a vraiment quelque chose qui est très creusé, hein, qui est capable en fait de stocker de l'eau. Et puis, on parlait des usages, eh bien, on a un espace enherbé qui est dégagé, hein, qui permet aux enfants de jouer au foot, par exemple. On a en fait des blocs de béton qui permettent de s'asseoir. On voit bien qu'on va multiplier les usages sur un espace vert. Et si j'avais tourné un petit peu la photo à gauche, à l'inverse, on a des blocs d'immeubles dans lesquels les habitants auront aucun espace vert à disposition, aucun jardin, hein, au mieux un petit balcon ou une terrasse. Donc effectivement, cet espace vert, et ceux qui étaient un petit peu avant, eh bien, vont servir de jardin, on va dire, aux habitants, aux futurs habitants, en fait, près de la patinoire. Je parlerai, mais également, on parlait de gazon. Le gazon disparaît, en fait, on parle plutôt de prairie ou de pelouse, en fait. Hein. Un gazon, c'est uniquement des graminées qu'on va tondre très courts, qui, en fait, sont très pauvres en termes de biodiversité et également très sensibles à la sécheresse. À l'inverse, une prairie, en fait, va être beaucoup plus riche en biodiversité. Hein. Si vous avez la chance de vous asseoir sur une chaise et de regarder pendant un petit quart d'heure, en fait, cet espace engazonné, enfin, cette prairie plutôt, vous verrez des papillons, des insectes, des oiseaux, et donc ça exprime bien ce volet de biodiversité. Donc voilà, l'arbre a un outil efficace contre les îlots de chaleur urbains. Donc ça milite pour effectivement raisonner la place de l'arbre sur les jardins et les espaces verts. Donc forcément, c'est plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'ombre, hein, puisque l'arbre va arrêter une partie du rayonnement solaire. Donc il fera beaucoup moins chaud en dessous de l'arbre que si on était en plein soleil. D'ailleurs, on cherche machinalement l'ombre quand il fait chaud. Voilà. On ne le voit pas par hasard. C'est un réflexe. Et la transpiration, hein, donc l'évapotranspiration, hein, donc un arbre sur 100 litres d'eau absorbée hein, va rejeter à peu près 95 litres d'eau sous forme de vapeur d'eau. Hein, on parle souvent de la photosynthèse, hein, mais l'absorption de l'eau, elle est avant tout pour transpirer. Alors pourquoi les arbres transpirent? C'est parce que au niveau des feuilles, vous avez la feuille, vous avez la face supérieure de la feuille, c'est un panneau solaire pour la photosynthèse. Et la face inférieure de la feuille, c'est pour tous les échanges gazeux. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des petits trous, des stomates, hein, qui permettent les échanges gazeux entre l'extérieur et l'intérieur, un peu comme des poumons, en fait, voilà. Et ces cellules, elles fonctionnent bien lorsqu'elles sont dans un milieu avec une forte hygrométrie, donc un milieu très riche en eau, en fait, comme nos poumons. Hein, lorsque l'air est sec, on respire un petit peu moins, hein, parce que nos poumons, en fait, ont besoin là aussi d'un air humide. Alors, ils sont à l'intérieur, facile pour pouvoir bien fonctionner. Et donc l'arbre a besoin en permanence hein, de transpirer, de créer en fait cette couche d'air humide autour des feuilles pour assurer un bon échange gazeux. Hein, et c'est pour ça que 95% de l'eau absorbée hein, va être rejetée en fait sous forme de vapeur d'eau. Et donc quand l'eau en fait se vaporise, elle consomme de l'énergie et donc elle refroidit en fait l'atmosphère. D'accord ? Donc la bonne idée c'est l'arbre, la mauvaise idée en fait c'est le climatiseur. Le climatiseur, à l'inverse, lui, il produit de la chaleur en faisant du froid. Alors, il y a des choses très simples, hein, et à l'inverse, quand on regarde un petit peu se ranger, c'est pas des choix qui ont été faits, c'est effectivement de relier l'arbre à l'eau pluviale. Donc on l'a vu sur des grands espaces hein, où c'est plutôt fait aujourd'hui se ranger. On a aussi beaucoup d'arbres en fait isolés, hein, le long des rues par exemple. Hein, et donc lorsqu'on voit l'arbre entouré de béton, hein, avec au mieux quelques mètres carrés de terre, on se pose toujours la question, mais quelles conditions pour la vie d'un arbre?
et comment en fait ces arbres peuvent survivre hein, lorsqu'il fait très chaud et très sec. Et donc vous avez le concept d'arbre de pluie, c'est tout bête et c'est tout con. En fait, vous avez l'arbre qui est le long en fait, de la rue, et donc habituellement vous avez en fait le caniveau, vous avez en fait une sorte de margelle en granit là, et puis vous avez la plantation de l'arbre en fait sur le trottoir. Parfois même avec une margelle en granit autour en fait, de l'arbre. Effectivement, il est surélevé hein, par rapport en fait, à l'espace minéral. Donc lorsqu'il pleut, en fait, il ne récupère aucune eau. En fait, hein. L'eau est évacuée par le caniveau. L'eau qui est sur le trottoir va aller dans le caniveau également. Et donc l'arbre de pluie, c'est un concept très, très simple, hein, où on va effectivement diriger une partie de l'écoulement de l'eau du caniveau en fait, vers la zone en fait, vers la zone boisée, comme on le voit en fait à gauche en bas, là, voilà. Vous avez une tranchée qu'on va remplir en fait de gravier grossier, et puis on va faire en sorte que le niveau de plantation de l'arbre soit en dessous en fait de la zone d'écoulement de l'eau, ce qui fait que lorsqu'il pleut, eh bien, une partie de l'eau va pouvoir en fait profiter à l'arbre et donc lui permettre d'assurer ce travail de climatisation de l'espace. Ça c'est des documents qu'on voit beaucoup sur. C'est un document technique de la ville de Lyon hein, qui a assez travaillé en fait ces notions d'arbre de pluie. Est-ce que c'est ce genre de choses qui est fait sur les arrêts de tramway, les futurs arrêts parce que je sais pas. sur les arrêts de tram, on a l'impression que l'arbre est quand même un peu cerné de minéral. Et je me demande justement comment l'eau va arriver. Eh bien, oui. Comment l'eau va arriver. Eh bien, alors, globalement, si on prend cette zone-là, la Suéclair, etc., là, on a de grandes surfaces imperméabilisées, elles sont en pente, vous avez une grille, et après vous avez l'arbre en fait, qui est compté au creux de la grille. On peut imaginer que l'eau en fait, quand même, va être en mesure en fait, de suivre les pentes et de s'écouler en partie au pied de l'arbre. Je ne peux pas que ce soit très efficace malgré tout, en fait, parce que c'est une petite partie d'eau qui va y arriver. Mais on voit bien qu'il y a des façons relativement simples hein, de pouvoir accompagner la croissance de l'arbre. Ce sont des gros travaux, je ne sais plus, hein, ça doit être de l'ordre de 4 ou 5 000 euros pour reconditionner cette zone-là. Donc c'est quelque chose c'est déjà beaucoup d'argent, 4 000 euros, mais c'est déjà c'est un investissement qui sans doute en vaut le coup. En fait. Donc l'arbre de pluie, hein, c'est un complexe, c'est un concept, pardon, bien connu, pas uniquement sur cette idée d'espace urbain. Hein. En gros, les arbres font la pluie. Hein. Les pluies qu'on a dans la région, durant l'hiver, en fait, elles sont liées à ces dépressions de l'ouest qui nous amènent des pluies. Et dès qu'on arrive maintenant en avril-mai, la pluie, en fait, c'est un recyclage de l'eau localement. Ça veut dire qu'en journée, il fait chaud. Et par miracle, le soir, vous avez en fait, ça monte à l'orage, vous avez des giboulées, et donc en fait, l'eau qui s'est évaporée durant la journée va retomber en fait à proximité sous forme de pluie. Vous avez une boucle de l'eau, et donc plus vous avez de la végétation qui fait de l'évaporation dans la journée, et bien plus vous allez risquer d'avoir des pluies en fait en fin de journée. En zone tropicale, il pleut tous les soirs. Ils sont capables de vous dire il va pleuvoir à 6 heures pendant 15 minutes et tous les jours il pleut comme ça. On a un recyclage de l'eau comme ça en boucle sur les territoires. Donc là on va arriver à un moment où c'est important d'avoir en mars des sols très humides parce qu'en fait c'est le moteur des pluies qu'on va avoir en fait durant tout le printemps et tout l'été. Hein. Et si on était parti sur des sols très secs en sortie d'hiver, eh bien cette boucle de transpiration, repluie, transpiration, repluie, eh bien on l'aurait beaucoup moins en fait. Et donc, il faut végétaliser pour pouvoir faire tomber la pluie. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais... la gestion de l'eau, je reprends une diapo ici que j'ai utilisée ce dimanche. J'avais une conférence à l'Assemblée Générale des Jardins Familiaux qui se pose des questions sur la gestion de l'eau en fait, dans leur parcelle. Et donc, on est arrivé à l'idée effectivement d'optimiser la ressource et d'utiliser la gestion localisée de l'eau, avec les gouttes à gouttes et les tuyaux poreux, et puis d'un petit peu moins bricoler en fait sur le stockage de l'eau. Hein, et donc là vous avez des images de nouveaux jardins familiaux, alors on n'est pas sur Angers, hein,
on voit bien qu'on ne bricole plus, quoi. Ça veut dire que dans la conception de la cabane de jardin, les murs, c'est des murs d'eau en fait, et donc on a la capacité de stocker beaucoup plus de volume d'eau que ce qu'on voit habituellement, ces petites réserves en fait, de 300 litres d'un mètre cube, qui ne suffisent pas du tout en fait, à arroser un jardin durant la période de stress. L'intérêt de stocker les eaux pluviales, c'est que vous sortez en fait des périodes de restriction. Si vous prenez l'eau du robinet, l'eau d'un puits ou l'eau d'un forage, vous êtes soumis aux arrêtés préfectoraux de restriction de l'eau en fait. Voilà. Si vous utilisez de l'eau pluviale, elle vous appartient. Donc vous n'êtes pas soumis en fait aux restrictions préfectorales d'arrosage si vous arrosez avec de l'eau pluviale. D'où l'intérêt de stocker un maximum d'eau. Donc, je prends encore mon exemple, eh bien, on stocke à peu près 4 mètres cubes d'eau en fait, à la maison, ce qui me permet effectivement d'éviter, de soulager les végétaux l'été lorsqu'il fait vraiment très très chaud. Espaces verts en mutation sur le volet de biodiversité. Donc beaucoup d'espaces verts ont été conçus lorsqu'on avait à disposition les produits chimiques, les désherbants, la fertilisation, la mécanisation et également beaucoup d'argent pour les entretenir. Aujourd'hui, en fait, on modifie un petit peu les espaces verts, notamment on réduit les surfaces un petit peu gravillonnées, pour lesquelles se pose le problème du désherbage, entre guillemets. Donc on va réduire les cheminements, on va réensemencer, mettre des gazons, on va souvent laisser en mode prairie. Et donc on voit qu'on retravaille sur les espaces verts pour les adapter en fait aux contraintes actuelles, pour réduire aussi le temps de travail sur ces espaces, puisqu'il y a aussi la volonté de réduire le coût financier souvent de ces espaces ou le coût humain en termes d'heures de travail. Donc on parle souvent de gestion différenciée, on va effectivement en pluton toutes les semaines durant la saison de pousse, là, mais plutôt faucher une fois ou deux. Éventuellement même récupérer en fait le fourrage pour des animaux, etc. Si je reviens sur la vue Jeanne d'Arc, il y a un moment où ils vont faucher la prairie sous les arbres là. Ils ont également c'est vraiment comme les gamins en fait, ils ont un petit tracteur avec une petite faneuse et une petite botteleuse et ils font des petites bottes rondes. Pour un agriculteur ça fait sourire bien sûr, mais on voit bien qu'il y a tout un travail de valorisation de l'herbe qui va être ensuite utilisé pour les animaux sur d'autres espaces verts de la ville. Donc ça évite pour le retour de l'animal en ville, notamment l'éco-pâturage aussi. La biodiversité, donc la ville donc les jardins et espaces verts deviennent un lieu important de biodiversité. Donc là vous avez deux illustrations. La première c'est la question de l'eau au jardin. Ça c'est mon jardin en fait. C'est du jardin, voilà. Donc on a, c'est pas une piscine, vous êtes d'accord? C'est pas très rajoutant pour une piscine, donc c'est plutôt un petit point d'eau. C'est très agréable, pour faire de la lecture, etc. Voilà. Et aussi pour la biodiversité. Il y a des libellules, il y a des oiseaux qui viennent s'abreuver, il y a des poissons, il y a des moustiques aussi, forcément. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans la ville, de pouvoir avoir dans les jardins, dans les espaces verts, un point d'eau pour pouvoir répondre aux besoins des animaux durant l'été, notamment les périodes de forte chaleur. Les petits moutons, donc les petits moutons qu'on avait à l'ESA, qu'on n'a plus. L'usage de la pelouse, c'est compliqué, les étudiants aiment bien se mettre sur la pelouse, donc on a dû faire des choix. Les moutons ou les étudiants, donc c'est les étudiants qu'on a gagné. Donc là, on avait, avec un partenaire, il y a 2-3 ans, avant le Covid, je crois d'ailleurs, eu des moutons sur le parc pendant tout le printemps, en gros entre mars et la fermeture mi-juillet, voilà. Donc des petits soloniaux. Vous imaginez bien le monde qu'il y avait autour, donc voilà, un enseignant qui fait des photos, des étudiants qui les regardent. Dès qu'il y en avait un qui boitait, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de caméra pour observer les moutons. On m'appelait en disant voilà, il y a un mouton qui est sorti. Donc c'était vraiment une surveillance 24/24 quasiment. Et puis l'intérêt, c'est que les habitants du quartier en fait venaient dans le parc de l'ESA. C'est un parc qui est ouvert, vous pouvez y venir si vous voulez, profiter de l'ombre, des bancs, etc.
Et on voit bien qu'on crée du lien social à travers en fait, la mise en place en fait, de l'animal dans l'espace vert. On a des poules, des abeilles, on a plus de moutons. C'est des solognos, hein, donc c'est des races, alors pas locales, hein, c'est Sologne, c'est pas très loin, mais c'est pas local. C'est des races en fait qui sont en fait des races anciennes qui sont, pour lesquelles il y a le besoin de développer les effectifs, hein, et donc ici c'est des races qui sont vraiment adaptées à l'espace urbain, un peu exigeantes, etc. Et en vieillissant, ils deviennent beiges. Hein. Donc c'est marrant, au départ, les petits sont marrons, et les parents sont beiges, et en vieillissant, eh bien, ils prennent leur robe beige. Donc les actions les plus courantes, si on veut protéger la biodiversité en ville, hein, globalement, alors il y a, j'en ai pas parlé, mais la lutte contre les espèces invasives, hein, donc ça c'est le risque aussi d'introduire des nouvelles espèces et malheureusement de ne pas trop les contrôler. Hein. On parle souvent du frelon asiatique, si on prend l'insecte là, voilà, par exemple. Il y a la question des continuités écologiques, hein, ça veut dire que, je vais prendre un exemple relativement simple, si je reviens sur mon jardin, hop, mon jardin il fait, admettons, 400 mètres carrés, hein, voire un peu moins si on a la maison, il y a un hérisson. Dans mon jardin, il y a un hérisson. Pas tout le temps en fait. Parce qu'on assure une continuité entre plusieurs jardins. Ça veut dire que si on veut avoir un hérisson, il faut avoir un territoire suffisamment grand pour l'abriter, pour qu'il ait suffisamment de limaces et d'escargots, par exemple. Et donc si on avait un jardin fermé, eh bien, on n'aurait malheureusement pas de hérisson, parce qu'il n'y aurait pas de surface suffisante. Et donc avec les deux voisins, on a fait un trou dans le mur de jardin. Hein, voilà. Le hérisson peut potentiellement passer d'un jardin à l'autre, ce qui fait que au lieu d'avoir 400 mètres carrés, il a peut-être 1200 mètres carrés, voilà à peu près. Et puis notre portail, il est en fait, il laisse à peu près 20 cm d'un petit portillon, et le portillon ne descend pas à ras le sol, il descend à 20 cm, ce qui permet aussi aux hérissons d'aller sur la route et de retrouver un autre jardin un peu plus loin. Et je le sais, puisque mon fils, qui rentre tard parfois la nuit, le week-end, l'a vu en fait. Donc, papa, j'ai vu un hérisson cette nuit. Des fois on doute, est-ce qu'il y a vraiment un hérisson ou est-ce qu'il y a un abus d'alcool, mais je crois, le hérisson passe de jardin en jardin en fait. Et il le peut parce qu'il y a des continuités écologiques entre jardins, et malheureusement, une des tendances, c'est de fermer les jardins en fait. Hein. On voit bien, les gens enlèvent les haies végétaux et mettent plutôt des costras, etc. Et on ferme le jardin, on le rend imperméable à la biodiversité. C'est un petit peu dommage. Donc la gestion des eaux pluviales, c'est un élément essentiel hein, pour la végétation, mais également pour l'ensemble de la biodiversité, hein, et notamment l'été, bien sûr. Hein, et puis, il y a le volet, en fait, réglementation, hein, qui va aussi permettre d'obliger, effectivement, de végétaliser la ville, hein, qui va obliger, par exemple, d'avoir tout le temps d'espace de parking, d'avoir tant d'arbres de plantés, etc. Donc, on est obligé parfois d'avoir de l'obligation hein, pour inciter les promoteurs à aller vers la végétalisation, vers plus d'espaces verts ou des espaces verts de qualité. Donc si je finalise sur l'avenue Jeanne d'Arc, donc en haut à droite, vous aviez l'avenue Jeanne d'Arc telle qu'elle était auparavant. Donc, je dirais des platanes qu'il y avait pour les plus vieux, une petite centaine d'années peut-être, une double allée de platanes, et donc une allée de platanes qui a été conçue à un moment où on n'avait pas tout ce contexte, hein, le changement climatique, d'appropriation de l'espace public, etc. Mais malgré tout, effectivement, comme je l'ai dit, hein, ces platanes, ils appartenaient hein, aux habitants des maisons qui sont situées à côté. Et donc il y a eu un gros travail on a reconceptualisé en fait l'espace. Ça ne s'est pas fait en fait sans souffrance, hein, forcément. Hein. On a modifié fortement en fait l'avenue Jeanne d'Arc, mais après quelques années de mise en place, hein, on a un petit peu ça ressemble un petit peu à ça. Les tilleuls ont pris un peu plus de volume, mais on a quelque chose qui répond un peu plus aux enjeux aujourd'hui, hein, à savoir la biodiversité, hein, ces grandes bandes prairiales, là voilà, la gestion des eaux pluviales, des usages multiples au sein de cet espace. Et donc c'est quelque chose qui répond mieux en fait, aux enjeux aujourd'hui. Alors on peut être d'accord ou pas
avec ce qui a été fait, mais en tout cas, c'est à mon avis une belle réussite de ce qu'on peut faire. Malheureusement, dans d'autres ont revengé, il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus maladroites. Hein. On a encore des grands espaces de parking bien bitumés, sans ombrage, etc. Donc, ou des places qui ont été très minérales. Hein. On parle souvent de la place du ralliement, par exemple. Hein. Donc il y a des choix urbanistiques qui sont un petit peu malheureux encore aujourd'hui et qu'on va traîner en fait malheureusement pendant un grand nombre d'années. Donc si je dois conclure un petit peu, l'idée c'est aussi bien dans un petit jardin que dans un espace vert, et bien tenir compte de tous ces enjeux. Hein, et donc c'est l'équation avec plein d'inconnus là, la biodiversité, le changement climatique, les usages, la question du foncier, l'urbanisation, la démographie, et essayer de faire émerger des espaces qui aujourd'hui répondent aux enjeux dont on va souffrir sans doute assez vite. Voilà en quelques mots ce qu'on peut reprendre sur l'idée de départ. L'idée de départ. Hop, on va remettre le petit peu à la fin. Donc, bien, on est presque. Voilà. Face aux enjeux climatiques, le besoin d'une réflexion autour de nos jardins et de nos espaces verts. Voilà. Peut-être trop long? Merci. Pas trop chiant non plus? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions que vous voulez partager? Moi j'avais une question par rapport aux eaux pluviales. Parce qu'en fait les eaux pluviales elles passent sur les toitures, etc. Mais on sait qu'avec la pollution en milieu urbain, c'est quand même pas voilà, le goudron, etc. Est-ce que cette eau-là, après, elle est vraiment adaptée à l'arrosage, par exemple, de jardins familiaux ou de jardins potagers dans nos jardins privés? Parce qu'on se demande en termes de métaux lourds, enfin, je ne sais pas, mais on n'a jamais analysé, mais on pourrait analyser. Je ne suis pas sûre qu'elle soit particulièrement... Les eaux pluviales, en fait, lorsqu'elles vont tomber sur une toiture, elles vont ramasser la poussière, ramasser aussi les fions d'oiseaux, etc. Donc, la pollution, les gaz d'échappement, etc. Les sols aussi, que ça tombe en fait directement sur la toiture ou que ça tombe directement au sol, j'ai envie de dire, on est dans le même milieu. Donc, les jardins familiaux sont dans un espace urbanisé. Et donc il y a tout naturellement un milieu dans lequel s'exprime un certain nombre de pollutions. Et en même temps, il y a d'autres pollutions qui n'apparaissent pas. En fait. Si on est en zone rurale, on est plutôt sur les produits phyto, par exemple. Donc je ne dis pas que c'est... on a chacun nos polluants, on va dire, peut-être. Ce que je sais en tout cas, c'est lorsqu'on installe un agriculteur en ville, en agriculture urbaine, il y a systématiquement des analyses de sol qui sont faites pour savoir si on peut cultiver en pleine terre ou cultiver en hors-sol. Et on trouve effectivement beaucoup de choses, des hydrocarbures, des métaux lourds, mais même dans des terres agricoles en fait. Si je reprends l'image de mon plaisir là, en 70, qui ont été faites sur les terres agricoles. On peut imaginer que si on fait un jardin partagé aujourd'hui, en 2020, il n'y a pas eu de passé industriel en fait sur la zone. On retrouve encore, en fait, on trouve déjà des hydrocarbures polysaturés, etc. Donc des choses pour lesquelles on ne sait pas trop non plus les effets que ça a à faible dose sur les humains. En fait. Après, on peut analyser les légumes qu'on produit pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On conseille souvent de bien les laver pour enlever les poussières déjà en milieu urbain. Et c'est une question. Alors aujourd'hui, on ne peut pas utiliser l'eau pluviale pour l'eau potable parce qu'effectivement, il faut la traiter pour pouvoir la consommer. En nous, on fait des simulations plutôt au niveau agricole, des élevages laitiers par exemple, parce qu'en fait, nous, on boit de l'eau potable, mais les vaches aussi. Donc, lorsqu'on est en phase de restriction d'eau, la question c'est est-ce qu'on sera en mesure d'abreuver les animaux sur un territoire? Et lorsqu'on fait les simulations, les stabulations, elles sont suffisamment importantes
pour répondre aux besoins en eau en fait, des animaux. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a une réglementation qui ne permet pas d'utiliser l'eau pluviale pour alimenter, pour abreuver en fait, les animaux. Et dans le plan eau du gouvernement qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, il y a effectivement une ligne où on va permettre aux agriculteurs, alors sous réserve sans doute de traitement de l'eau, d'utiliser l'eau pluviale pour abreuver les animaux. Mais c'est même aberrant qu'on n'ait pas pensé plus tôt à utiliser l'eau pluviale pour abreuver les animaux. On n'était pas en situation de contrainte. Donc en fait, on jette l'eau comme ça, en vermisseau. Est-ce qu'il y a des réglementations concernant la commercialisation de l'eau pluviale? Un vitel au pluvial, un volvic au pluvial. Oui, parce que là. On peut faire le traitement et certains ont installé tout un système de recyclage qui fait qu'ils ont le droit de consommer l'eau. La consommation peut-être. Auprès de la mairie, je crois. Est-ce qu'on peut après la vendre? Ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut la consommer. Je tourne peut-être vers des gens qui connaissent. Oui, mais quand on a un système. Si on a un système, effectivement, et si on a une analyse, comme on consomme de l'eau d'un puits, par exemple, si on a une analyse d'eau qui prouve que l'eau est consommable, en fait, je pense que c'est possible. De là à la vendre, je ne sais pas si le concept est possible et s'il y a une clientèle qui serait intéressée pour vendre de l'eau pluviale. Dans la station spatiale, on recycle bien les urines. Oui. On va se pesquer, c'est ce qui il y a aussi l'objectif de réutiliser les eaux qui sortent des stations d'épuration. Aujourd'hui, elles sont rejetées, elles sont nettoyées et rejetées effectivement dans la Maine ou la Loire, je ne sais pas quoi. Ce préfet d'Angers peut-être, avec demain des usages pour nettoyer les caniveaux. Il faut imaginer qu'on peut prendre ce type d'eau en fait, pour les engins qui nettoient les caniveaux par exemple. Donc, il y a des choses, on a des choses à modifier parce qu'on a vécu dans l'opulence de l'eau en fait pendant très longtemps. Et aujourd'hui, brutalement, on arrive à de la contrainte, donc on parle de sobriété, mais en même temps, on a été dans l'aberration, ne serait-ce que les toilettes, utiliser de l'eau potable pour faire partir son caca et son pipi, là, c'est quand même une aberration. Et ça date d'une période où l'eau, l'hygiène, je crois qu'on peut installer ce qu'ils appellent les eaux grises en récupérant, puis après on peut créer un réseau spécial pour l'eau grise. Oui. Mais on pourrait récupérer l'eau de la douche du matin et alimenter les toilettes de la journée. Il y a des choses très simples qui peuvent être imaginées. Mais malheureusement, les habitations sont conçues de telle façon que les solutions techniques sont parfois difficiles à remettre en œuvre. En fait. Comment on stocke l'eau d'une douche, comment on l'emmène dans les toilettes, parfois la salle de bain elle est là, les toilettes sont debout, il y a des murs faits comme ça. C'est pas toujours simple de le faire. C'est ça. Il y en a qui le font et les bricoleurs ils le font. Il ne faut pas le dupliquer partout. On dit qu'il y a de plus en plus de pluies acides. Alors les pluies acides, ça n'existe quasiment plus. Les pluies acides dans les années 80, c'est à l'époque où on utilisait des carburants soufrés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà. Et donc lorsqu'on brûlait le carburant, le soufre partait dans l'atmosphère et il retombait sous forme d'acide sulfurique. Et donc c'était la base des pluies acides à l'époque. Voilà. Alors aujourd'hui, comme dans les carburants, on enlève le soufre, il n'y a plus de soufre dans l'atmosphère, et derrière, en fait, on n'a plus de pluie acide. C'est marrant parce que depuis qu'il n'y a plus de retour de soufre au sol par les pluies, eh bien, les parcelles agricoles, en fait, manquent de soufre. Aujourd'hui, on entend des engrais soufrés, parce que, effectivement, cette pollution qui ramenait du soufre sur les parcelles, elle n'existe plus. Donc maintenant, on a des carences parfois sur les champs de blé, les champs de colza en soufre, parce qu'il n'y a pas ce retour. Mais c'est mieux qu'on ait plus d'acide pour les forêts, ça c'est clair. Et pour les rivières, les lacs. Il est prévu très prochainement de faire des espaces verts au niveau du château d'Angers. Oui, je suis allé à des réunions de concertation pour voir. Mais le problème,
va se poser au niveau de la répartition d'eau. Je veux dire, il va y avoir forcément une dépense d'eau pour entretenir ces espaces verts. J'ai envie de dire, tout dépend de comment on est capable localement de récupérer de l'eau sur cet espace. Vous voyez, de le diriger vers des nous, vers des creux, où ça va s'infiltrer. Et puis, ça dépend aussi de la végétation qu'on va mettre, le choix des végétaux qu'on va utiliser. Je pense qu'il y a une vigilance sur des végétaux peu gourmands en eau, j'imagine. Voilà. Et puis après, lui, tu as peut-être d'autres demandes de réponse ou... Alors là, du coup, j'ai pas eu le temps du tout de suivre. J'aurais bien aimé, j'ai pas eu le temps de regarder les vidéos et tout là sur. Il y a vraiment l'idée de végétaliser du château jusqu'au parvis de l'église qui est en face là. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour faire une continuité plus piétonne. Aujourd'hui, c'est la voiture qui a un peu la priorité. C'est compliqué de traverser un peu. Mais du coup, au niveau du boulevard. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, Perpendiculaire au boulevard. Ça changerait complètement le. De déplacer la statue du roi René. Ah oui, et puis de refaire totalement l'espace entre le grand château. Il y a moyen de faire des marches et de garder l'eau en fait. Jusqu'à la caserne. Je ne suis pas concepteur, je ne maîtrise pas tout ça, mais je pense que si dans le cahier des charges, c'est ça la question, si dans le cahier des charges en fait il y a eu ce point de la vigilance sur la gestion des eaux pluviales, ça sera travaillé par les concepteurs. Ce qu'on peut avoir peur, c'est qu'il n'y ait pas dans le cahier des charges cette vigilance sur la gestion des eaux pluviales. Enfin, je pense que si maintenant, mais c'est toujours ça en fait. Lorsqu'on est sur un espace vert qui est conçu, tout dépend des règles du jeu qu'on définit au départ. Donc ça, c'est la collectivité qui va définir les règles du jeu. Et tout dépend aussi des qualités des urbanistes et des